Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une au Gabon, à 2 mois des élections législatives et locales, une coalition de partis politiques menace de boycotter le scrutin. Ils estiment que les conditions pour des élections libres et équitables ne sont tout simplement pas réunies. La correspondance à Libreville à suivre. Nous vous emmènerons au Zimbabwe où un jeune activiste a planté plus de 7500 arbres depuis 2020. Avec son geste, il espère encourager les jeunes générations à s'impliquer dans la lutte contre le changement climatique. Enfin, l'unique palme d'or africaine revient 50 ans plus tard au cinéma dans une version restaurée. Chronique des années de Brest du réalisateur algérien Mohamed Lakhdar Amina est une fresque historique et politique de l'Algérie du 19e siècle. Son fils, qui est également réalisateur, Malik Lakhdar Amina, est notre invité. Interview en fin d'édition. Et on ouvre ce journal au Gabon. À moins de 2 mois de l'élection législative, une coalition de l'opposition gabonaise menace tout simplement de boycotter le scrutin. Dans une déclaration commune, ils dénoncent un processus qu'ils qualifient de partial, précipité et non inclusif. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. 5 partis politiques menacent de boycotter les élections de septembre prochain. Parmi eux, l'Union du peuple gabonais loyaliste et le Forum africain pour la reconstruction. La coalition dénonce d'abord un accès inégal aux ressources de l'État, ensuite une gestion exclusive du processus par le ministère de l'Intérieur et enfin des retards et des irrégularités dans le calendrier. Face à tous ces dysfonctionnements, ils exigent carrément le report des élections. On écoute David Badinga, porte-parole de la coalition, lors d'un point de presse à Libreville. Les partis politiques signataires de cette déclaration appellent instamment à la reprogrammation, à l'achèvement rigoureux du séquençage électoral afin de garantir la légitimité des résultats, à la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante, à la mobilisation des partenaires internationaux pour l'observation du processus électoral devant couronner la fin de la transition et le retour à un ordre constitutionnel normal. Objectif affiché de la coalition, obtenir un consensus sur la tenue d'élections apaisées, crédibles et acceptables de tous. Aucune réaction officielle pour l'instant. Pourtant, le calendrier lui reste inchangé. Premier tour des élections le 27 septembre, le second tour le 11 octobre. Nouvel épisode dans le conflit qui oppose l'État guinéen à la société émirienne GAC. Lundi, la compagnie minière s'était vue retirer son permis d'exploitation par décret présidentiel. Conakry l'accuse de n'avoir pas respecté son principal engagement, construire une raffinerie qui permet de transformer la bauxite en aluminium sur le sol guinéen. Des accusations rejetées en bloc. Les explications à Conakry de Malik Diakité. Dans un communiqué dont nous avons reçu copie, la société émiratite dénonce cette décision des autorités guinéennes. Elle parle, je cite, d'une violation flagrante des droits contractuels et légaux de Guinée Alumine Corporation, tout en estimant que cette décision met en péril plus de 3000 emplois locaux et remet en question le respect de l'état de droit par la République de Guinée. Lundi soir, à la télévision nationale, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a retiré à Guinée Alumine Corporation, filiale du géant minier Emirat Global Alumine, son permis d'exploitation de la bauxite qu'elle exploitait depuis plus de 20 ans dans la région de Boké, dans le nord-ouest du pays. La Guinée accuse la société de n'avoir jamais respecté ses engagements, notamment la construction d'une raffinerie sur le sol guinéen pour la transformation sur place de la bauxite. Dans sa décision, le président de la transition exige que la société rétrocède gratuitement ses titres à l'État et que tous les documents liés aux travaux soient remis aux autorités et ce, sans aucune indemnisation. La concession minière au cœur du conflit est désormais attribuée à Nimba Mining Company, une société minière étatique créée dans la foulée du retrait du permis de GAC. Le géant minier annonce déjà engager des poursuites contre la Guinée devant les juridictions internationales. Au Tchad, le parquet général a requis 25 ans de prison ferme contre Succès Masra et 58 de ses co-accusés, ainsi que le gel de leurs biens et le versement de 5 milliards de francs CFA à l'État en guise de réparation. L'opposant et ancien Premier ministre est poursuivi dans l'affaire de Mandakao, ville où 42 personnes avaient été tuées le 14 mai dernier dans un conflit entre éleveurs et agriculteurs. On s'arrête au Zimbabwe où un jeune activiste a planté pas moins de 7500 arbres en 5 ans.
Comme beaucoup de capitales africaines, Harare est confronté à une urbanisation rapide. Il espère donc, avec son geste, encourager les jeunes générations à s'impliquer dans la lutte contre le changement climatique. Le récit d'Emily Boyle. En plantant cet arbuste délicatement, Tafadzo Adjoini espère sensibiliser la population à la crise climatique. D'où je viens, dans les banlieues à forte densité, il faisait tellement chaud qu'on se serait cru dans un four. Quand j'ai terminé mes études en 2020, j'ai alors décidé de planter des arbres dans les banlieues populaires. Comme beaucoup de capitales africaines, Harare est confrontée à une urbanisation rapide. Mais la ville a du mal à suivre le rythme. L'héritage de l'urbanisme de l'époque coloniale, qui a souvent privé les quartiers pauvres d'espaces verts, a exacerbé l'érosion et la déforestation. Le manque d'arbres crée notamment des différences de température entre les quartiers riches et les quartiers défavorisés. En effet, les plantes rafraîchissent et capturent le CO2 présent dans l'air. Lorsque nous abattons des arbres, nous réduisons les puits de carbone dans une zone donnée. Par puits de carbone, j'entends les arbres, les forêts qui étaient là il y a 10 ans, mais qui ont aujourd'hui laissé place à des parcelles de terre nues. Afin d'inspirer les plus jeunes, ces écoliers apprennent à mieux connaître les arbres et comment les protéger. On veut apprendre aux enfants non seulement à planter des arbres, mais aussi à les entretenir et à connaître la valeur nutritionnelle des fruits qu'ils produisent. Une étude menée par l'Université de Monash a révélé qu'une augmentation de 30% de la végétation dans les zones urbaines aurait pu éviter plus de 1 million de décès liés à la chaleur au cours des 20 dernières années. C'est jusqu'aujourd'hui le premier et seul film africain à avoir obtenu la Palme d'Or au prestigieux Festival de Cannes en 1975. 50 ans après, le film chronique des années de Brest du réalisateur Mohamed Lakhdar Amina est de retour au cinéma en version restaurée en 4K. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir son fils, Malik. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Merci France 24. à vous de m'avoir invité. Merci. D'abord, je voudrais qu'on regarde le teaser et ensuite on revient pour l'interview. Bien sûr. Malik Lakhdar Amina, racontez-nous tout d'abord la genèse de ce projet. Pourquoi vouloir le ressortir en salle 50 ans après? Pourquoi maintenant? On aurait voulu le faire avant, quand mon père était encore vivant, il y a à peine... il est mort le 23 mai, le jour de la projection de son hommage à Cannes Classique, 50 ans plus tard, de la Palme d'Or. Et honnêtement, la restauration a été faite il y a 5-6 ans. La conjoncture faisait que mon père avait géré ses films. Ça s'est fait... Moi, plus tard, on s'est arrangé avec mon père. J'ai récupéré les films, les droits de ces films, pour pouvoir les faire vivre. Et puis, il y a eu le 50e anniversaire de la Palme d'Or. Je me suis battu avec le Festival de Cannes pour lui rendre hommage. Parce qu'en dehors d'avoir été le seul Africain à avoir eu la Palme d'Or, il y a une autre chose qu'il faut préciser, et qui est encore peut-être pour moi plus important, c'est qu'il a été sélectionné 4 fois en sélection officielle, et non à la semaine de la critique, qui sont très bien, à d'autres... c'est la catégorie reine quoi, du festival. Reine du festival, et il a été primé 2 fois, parce qu'il avait déjà, avant la Palme d'Or, il avait eu le prix de la première œuvre, déjà en 67. Donc les choses se sont faites. Et puis en plus, j'ai un ami qui est dans la distribution, qui a aimé le film, m'a proposé de le relancer. Et je lui ai dit pourquoi pas. Et puis de là, on s'est dit on va numériser les autres. Et puis doucement, on va... Après, parce que c'est une œuvre son œuvre n'a pas été... Il est connu chez les cinéphiles, il est connu... Mais
Pas du grand public, quoi. Le grand public, il est pas... Et justement, on peut dire que le film est une fresque historique de l'Algérie, de 1931 jusqu'à 1954, la Toussaint Rouge, le début de la guerre d'Algérie. C'est un film éminemment politique. Comment, à l'époque, si vous avez des souvenirs, il a été perçu en France et en Algérie? Alors, je vais vous expliquer. Alors, en France, déjà, bon, il a eu la Palme d'Or. Et en face de lui, avec du lourd, comme metteur en scène, il y avait Martin Scorsese qui, lui, avec sa fondation, a pris en charge la restauration du film. Mais le film en lui-même, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. Comment il a été perçu en Algérie et en France? Il a été perçu en Algérie, en France. Alors, il a eu la Palme d'Or, c'est vrai. Sauf qu'il y a une chose incroyable, c'est que en 75, il est sorti en 2 salles en France. 2 salles, presque en même temps que la Palme d'Or d'après, de Martin Scorsese, qui était Taxi Driver. Et 50 ans plus tard, il sort dans 5 salles Paris et une trentaine de salles en France. À l'époque, il n'avait même pas... Donc, pour vous, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait à l'époque? Il n'avait pas eu la reconnaissance. Et puis en plus, à l'époque, de toute façon, à toutes les sélections, il y a eu des alertes à la bombe. Justement, j'ai vu que des alertes à la bombe. Projection au Festival de Cannes, il s'est déroulé dans des conditions houleuses parce qu'il y a des anciens de l'OAS, du groupe terroriste OAS, qui ont fait une alerte à la bombe et qui ont menacé votre père. Moi, je joue dans le film. Oui. Je fais pratiquement toute la fin du film. Et avec mes 2 frères qui ont joué aussi des seconds rôles. Et on vient au festival pour la présentation du film. Et il y a la police qui vient nous voir et nous disent... Les enfants viendront après, un quart d'heure après le début de la projection, pour assister à la projection, parce qu'il y a eu des menaces de mort, et ils ont averti le public pour que s'il se passait quelque chose, il fallait se baisser. Alors imaginez le public dans quel état ont vu le film. Et je le disais dans mon introduction, votre père est jusqu'à maintenant le seul Africain à avoir remporté la Palme d'Or à Cannes. Quelle trace ce film a laissé en Algérie? Est-ce qu'il a enseigné dans les universités? Est-ce qu'il fait partie du patrimoine historique de l'Algérie? Vous relevez une chose importante, et j'en ai parlé récemment avec les autorités en Algérie. Je leur ai dit qu'il fallait... vous avez vu les textes du fou, de ce fou dans le film qui a été écrit par un poète assez connu algérien. Et j'ai dit, dans une langue arabe assez pure, et d'enseigner ces textes dans les lycées, dans les écoles. Et je pense que là, il commence... Mais vous savez, je crois que, honnêtement, il y a des gens qui ont vu le film aujourd'hui et qui l'ont vu il y a 50 ans et ils ne l'ont pas vu avec un même regard. Je pense qu'à l'époque, c'était 13 ans après l'indépendance. Il y avait encore... on était sous le choc. Aujourd'hui, on a du recul. Les jeunes ont du recul. Et quand on le voit, même moi, quand je l'ai vu, et aujourd'hui restauré comme il est, on a plus de recul pour voir ce film et on est plus apte à le voir. Merci beaucoup Malik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à France 24 et je conseille à tous les téléspectateurs d'aller voir le film. Et comme je sais que c'est une émission vue, excusez-moi de vous couper, et j'en profite très rapidement, qui est vue un peu partout en Afrique, et je dis que ce film-là, vous changez les tenues et l'environnement, ça peut se passer dans tous les pays africains où il y a eu la France coloniale. Ce sera un très beau mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Merci à vous, téléspectateurs. Allez voir le film qui est un très beau film. Restez sur France 24, l'information continue.